Premier Français à être allé dans l'espace, il est aussi le seul astronaute à avoir séjourné dans la station Soyouz, dans la station Mir et sur une navette spatiale américaine. La tête dans les étoiles, mais les pieds sur Terre, ou plus précisément sur les pédales d'orgue liturgique pour lesquelles il voue une passion immodérée. Croyant comme son nom l'indique, ce breton de Morlaix n'a jamais caché sa foi et nous fait l'honneur d'être l'invité de VIP. Jean-Loup Chrétien, bonjour. Bonjour. Vous sortez un livre avec votre compagne Catherine Alric, Rêve d'étoiles. Et je trouve que ce livre qui nous raconte votre vie d'homme, votre vie d'astronaute, de cosmonaute, de spationaute. On dit comment quand on est français? On dit astronaute, les Français. Hein. Astronaute, cosmonaute, on avait inventé le terme spationaute, mais celui-là, il vaut mieux l'oublier parce qu'après, c'est tellement de confusion. Donc, c'est astronaute et cosmonaute. Alors, Rêve d'étoiles, c'est vraiment un très joli titre parce que le rêve, finalement, c'est là que tout a commencé. Petit, vous étiez déjà très rêveur, toujours à regarder par la fenêtre à l'école, à vous faire beaucoup disputer pour ça. Ah oui. Et à ne rêver que d'avion déjà. Ah oui, complètement. Donc, le rêve, je pense que le rêve fait partie de notre intelligence en quelque sorte, puisque c'est grâce au rêve qu'on devient chercheur, qu'on devient scientifique, ingénieur, pionnier etc. aussi. Pionnier. Et le rêve permet de bâtir la réalité. Et non, ça, j'ai pas eu honte d'être un grand rêveur, ou je le reste encore. Hein. Faut que je fasse attention en traversant les grands boulevards, à regarder du bon côté où arrivent les autobus. Alors en plus, maintenant, il y a des autobus, des tramways, des taxis. Non, mais ce serait bête, Jean-Loup Chrétien, de mourir renversé par un autobus, bah oui, alors que vous avez survécu à des choses dans l'espace bien plus, sur des avions, enfin bien plus dangereuses. Oui, il ne manquerait plus que ça. Ouais. Ce qui est très drôle dans votre parcours, c'est que on va découvrir que vous avez une véritable passion pour l'orgue d'église, qu'a priori vous étiez quand même peut-être plus parti pour donner plus d'importance à l'orgue qu'à votre passion de l'aéronautique, mais que votre maman vous a dit « Oh là là, l'orgue, non, on en meurt d'être artiste chez nous, prends un métier moins dangereux ». Voilà, c'est vrai que au fur et à mesure que les années sont passées, l'orgue était pour moi cet objectif un peu mystérieux, lointain, difficilement accessible et plein de mystères et beaucoup plus attrayant à travers cette image que l'avion qui m'attirait beaucoup, mais qui était un engin, qui était un outil, dans lequel il y avait un siège, on s'était sur le siège et puis on pilotait l'avion. C'était merveilleux, le rêve était tout aussi merveilleux, mais beaucoup plus, pardonnez-moi l'expression, terre à terre que ce grand instrument de musique liturgique. Qui permet de s'envoler. Donc finalement, c'est plutôt l'orgue qui vous met la tête dans les étoiles et le vol qui vous ramène à terre. Qui permet de le réaliser, oui. C'est pas mal. Alors, je précise quand même que votre maman vous a détourné de la vocation artistique parce qu'un de vos cousins, je crois, peintre, était mort. C'était ça. Il y avait quelque chose de pas clair. Voilà, je pense qu'il y avait aussi les résultats scolaires. Et si en plus il faut qu'il passe des heures à faire du piano, parce qu'il fallait commencer par du piano et de l'orgue, ça va être encore moins d'heures passées derrière les bouquins à l'école. Je pense qu'il y avait ça aussi. Mais c'est vrai qu'elle avait, je l'avais dit, quelques artistes dans la famille et qui ont eu beaucoup de mal à faire vivre leur famille. Et ça a mal tourné. Ça a mal tourné, ça s'est mal terminé. Et il y avait cette angoisse, je crois, de famille qui avait beaucoup de mal à vivre le métier d'artiste. Donc vous avez bien compris l'angoisse de votre maman, vous vous êtes dit tiens, je vais faire un métier moins dangereux, je vais faire pilote d'essai, et puis après je vais devenir astronaute. Ça s'est pas passé exactement comme ça, mais en termes de danger, ça se posait là quand même, parce que la notion de danger et de risque est forcément omniprésente quand on est ne serait-ce que pilote d'avion, mais alors encore plus évidemment dans des machines incroyables comme les fusées, les navettes, voilà. Voilà, puis là le coup était parti, c'était un peu tard, donc je ne sais pas, elle ne l'a pas dit non plus, mais peut-être qu'un jour s'est demandé s'il n'aurait pas mieux valu me laisser aller vers une carrière d'artiste que celle qui s'était tracée. Et de toute façon, c'était trop tard, c'était parti. Et voilà, donc elle n'a pas connu, hélas, l'époque où je suis passé de pilote de chasse, pilote d'essai au cosmonaute, donc qui partait à Moscou. Elle n'était plus de ce monde à cette époque-là. Mais elle aurait peut-être eu quelques angoisses, effectivement. Alors, il y a une très belle phrase d'Oscar Wilde que vous avez choisi de mettre en avant dans ce livre.
je vous la cite, « Il faut toujours viser la Lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Ah, ça, » Ça vous parle? Ça parle. Je pense que c'est... Dans cette phrase, il y a beaucoup de choses. Il y a l'image. C'est vrai que on voit un petit peu la fusée de Jules Verne qui part, puis qui rate la Lune et se vautre dans les étoiles. Il y a un symbole assez croustillant. Puis l'humour. Dans ce métier, il faut garder le sens de l'humour. Je pense que tous les collègues que j'ai rencontrés dans ce métier ont essayé de préserver le plus possible le sens de l'humour. Pourquoi? Pour dédramatiser les enjeux, la pression? Oui, je crois que c'est pour dédramatiser, peut-être déshabiller des moments trop sérieux, et ça revient au même. Hein, et ça, l'humour est permanent. Qu'est-ce que vous ferez le 21 juillet prochain, le 21 juillet 2009? C'est une date qui vous parle forcément? Ah oui, bien sûr. Et je crois il va y avoir pas mal d'événements autour de son symbole. Les 40 ans de la mission Apollo 11, qui est la mission qui a vu Neil Armstrong et Buzz Aldrin marcher sur la Lune. Oui, et ça, c'est vrai que bon, ça fait déjà 40 ans. Ça vous... Et ça dépasse vite, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, ça... Vous vous souvenez de ce que vous faisiez il y a 40 ans, le 21 juillet? Ah oui, tout à fait. Vous étiez où? Vous aviez quel âge? Vous faisiez quoi? J'étais pilote de chasse à Orange, dans le Vaucluse, dans l'armée de l'air. 5e escadre de chasse, et ça faisait déjà quelques années, 7 ans que j'étais là-bas. Et donc, ce matin-là, parce que c'est passé très tôt le matin, j'étais derrière mon téléviseur en essayant de faire le moins de bruit possible. J'avais 2 jeunes enfants donc pour qu'ils dorment. Et j'étais le seul debout, mais je suis resté debout jusqu'à très, très tôt le matin. Et vous avez ressenti quoi de voir ces hommes marcher sur la Lune? Vous en souvenez? Oui, je m'en souviens. Et comme on avait eu le temps d'y penser, comme le métier d'astronaute ou de cosmonaute caressait plus exactement, me hantait déjà depuis longtemps, depuis Yuri Gagarin. Bon, je le voyais avec beaucoup de pragmatisme, parce qu'on m'avait sans cesse répété, de toute façon, avant qu'un Français aille dans l'espace, vous serez arrière-grand-père, et c'est pas pour demain. Alors encore plus sur la Lune, ça risquait encore moins d'arriver. Donc il y avait admiration, la joie de voir ce rêve réalisé pour ce qu'il avait fait, et puis pas hésiter à le dire, un peu de nostalgie et en même temps de tristesse, de voir ce rêve s'éloigner de nous, pas de moi, mais de tous ceux qui avaient aussi envie d'être un jour dans l'espace. Alors, ils sont une douzaine à être allés sur la Lune. Dans l'espace, il y a déjà plus de gens, quelques centaines de personnes, mais vous êtes le premier Français. Ouais. C'est quelque chose qu'on vous resserre encore à l'envie, puis jusqu'à la fin de votre vie, ça c'est certain. Ça représentait quelque chose pour vous, une fierté, un challenge, une émotion d'être le premier Français à mettre les pieds dans l'espace. C'est pas forcément la bonne formule. Oui, c'est sûr. Aussi, à aller dans l'espace, en tout cas. Oui, aller dans l'espace, tout à fait. Non, d'être le premier, je crois que ça, c'était enfin d'arriver à réaliser un rêve. C'était d'avoir couru pour... Pas pour rien. Pas pour rien. Et on aurait pu me dire, ce ne sera pas vous le premier, ce ne sera pas vous le second. Voilà, je me serais méfié, parce que aussi le problème de l'âge. Donc ce n'était pas le fait d'être le premier, c'est le fait d'y arriver, alors qu'on m'avait tellement dit, vous n'y arriverez jamais, parce que ce n'est pas pour votre génération, et ce n'est pas pour les Français. Oublier cette lubie. Et ça, c'était un peu mes chefs. Et quand j'étais à l'école de l'air, au moment du vol de Yuri Gagarin, j'étais allé voir le chef, disant, vous savez que je veux devenir pilote de chasse. Il dit, très bien, c'est votre vocation. Peut-être pilote d'essai. Il dit, attendez, on y pensera un peu plus tard. Faites d'abord votre métier de pilote de chasse. Il dit, oui, mais je voudrais aussi devenir cosmonaute. Voilà. Oubliez, faites votre métier d'officier, d'élève officier, et oubliez tout ça. J'étais mis dans le rang, et puis je n'ai eu de cesse que de titiller les uns les autres. Donc c'était effectivement bien ancré dans ma détermination. Vous avez tout fait pour y arriver, en tout cas. C'est-à-dire aller voir les gens, bosser aussi beaucoup, être le meilleur.
Oh ben, le meilleur, pas forcément, mais c'est d'être fermement déterminé, de ne pas rater la moindre occasion d'être présent. Et j'avais réussi, sans grand effort, mais à me faire connaître du CNES, qui à l'époque s'était occupé de la sélection des premiers astronautes européens qui allaient partir aux États-Unis. Donc malheureusement, aucun Français n'avait été retenu. Et donc j'étais allé à nouveau frapper à la porte du CNES un an après, 6 mois après, à l'occasion d'un stage que le CNES avait organisé, un petit peu pour motiver les anciens candidats. Et puis à nouveau, quand cette sélection est arrivée, j'étais encore là, présenté auprès des classes. Je me dis, bon, bah, lui, au moins, il est motivé. Il est motivé. Donc je sais que ça a joué. Ça fait 2 fois que vous citez un personnage mythique, c'est Youri Gagarin, qui est un héros national russe, qui est mort jeune en plus. Alors, voilà, et dramatiquement en vol, hein, dans un avion, ce qui a nourri encore plus la légende. Et j'ai envie de faire le parallèle avec le fait que vous aussi, vous avez, je vois votre Légion d'honneur là qui est sur la veste, mais vous avez le titre de héros russe, héros national russe. De l'Union soviétique. De l'Union soviétique. C'est la Légion d'honneur russe. Voilà, donc on a envie de faire le parallèle avec Youri Gagarin aussi. Qu'est-ce qui représentait cet homme-là pour vous? Youri Gagarin, je n'ai pas eu la chance de le rencontrer parce qu'il est mort très tôt. Par contre, j'ai rencontré tous ses amis là-bas quand je suis allé. Puisqu'il était mort depuis quelques années quand vous êtes arrivé en Russie. Oui. Et donc, c'était une légende en Russie, donc en URSS, et c'était une légende intime auprès de tous ceux qui avaient vécu avec lui, et des cosmonautes qui avaient vécu avec lui. Et c'est vrai qu'il y avait quand on regarde des photos d'Youri Gagarin, qu'on voit ce visage angélique qu'il avait au son premier vol, on comprend qu'il est marqué la génération de ceux qui avaient été formés en même temps que lui. Léonov, Beliaev, Nikolaev, etc. Enfin, c'était tous, chaque fois qu'on parlait d'Youri Gagarin, c'était vraiment des trémolos dans la voix. Il y avait une vénération d'amis et de membres de la famille, et non pas vénération d'une population qui n'avait jamais connu que l'image de Youri Gagarin. Là, c'était ceux qui avaient vécu avec lui, et il avait beaucoup marqué cette génération de cosmonautes russes qui avaient été formés avec lui. Alors vous êtes allé dans l'espace avec des Russes, plus tard vous avez eu une carrière avec les Américains, et vous comprenez bien forcément, à nous qui n'avons jamais décollé aussi haut que vous, c'est-à-dire à peu près toute l'humanité, ça nous fait complètement fantasmer, et vous vous attachez beaucoup à nous faire un petit peu redescendre sur Terre en disant, voilà, l'homme qui part dans l'espace, quand il revient, il a vu des choses sublimes, il a travaillé, mais il n'est pas si différent que ça. Et puis alors le silence spatial, excusez-moi, mais ça n'existe absolument pas, c'est un chaos permanent. Enfin voilà, vous nous amenez à rester le rêve, bon, pas tant que ça. Je crois qu'il faut... Bon, c'est pas il faut être honnête, mais il faut, et pas non plus démystifier, pas totalement démystifier. Et alors ça, effectivement, vous touchez un point sensible, puisque Catherine, qui m'a posé toutes ces questions, plusieurs fois m'a dit, mais enfin, pourquoi je veux systématiquement redonner une image trop... assez banale, finalement, assez de banale l'acte. Oui. Tout ça. Alors que nous, on rêve juste d'être à votre place. On aurait voulu être dans l'espace en train de se balader, puis regarder la Terre. Et... Oui. Alors, bon, c'est vrai, il ne faut pas dire que c'est banal, faut pas, mais le côté d'explorateur héroïque, c'est pas non plus trop mon truc. Quoi. Donc, après, il faut trouver les mots. Ouais. Alors, c'est vrai que le vol dans l'espace, ce qu'on a fait, correspond bien au rêve qu'on a eu. On a trouvé là-haut des conditions. Enfin, on s'est retrouvé dans des conditions qui étaient tout à fait conformes à ce à quoi on avait rêvé. Et il n'y a aucune déception, bien au contraire. Et donc c'est vrai qu'il faut encourager ceux qui y rêvent à vouloir y aller eux aussi. Ils ne seront pas déçus. Mais quand on vous parle de l'espace, de ces heures que vous avez passées là-haut, vous parlez la plupart du temps de l'amitié qui régnait entre ces différents hommes de différentes nationalités, réunis dans un espace assez, malgré tout, restreint. Voilà, vous nous ramenez à la communauté humaine, là où nous, on vous parle d'immensité, d'espace, éventuellement de silence. Alors, c'est
c'est vrai qu'un des côtés un peu, pas fabuleux, mais extraordinaire de cette expérience, c'est de la partager avec d'autres et effectivement dans des conditions qui ne sont pas ordinaires. Et prendre ses repas autour d'une petite table dans une station russe, et puis quand on a besoin d'aller chercher la mayonnaise quelque part, ben, il suffit de le pousser sur les pieds et de passer par-dessus la table pour aller chercher le tube de soupe ou quoi que ce soit d'autre de l'autre côté de la table ou même un peu plus loin dans la pièce, et de réappuyer sur le plafond pour redescendre, s'asseoir sur son siège. Donc on a vécu avec ces gens-là des choses, c'est vrai, qui ne sont pas ordinaires, donc de la pesanteur, du vol spatial, etc. Et ça crée des liens qui sont propres, je pense, à ces conditions dans lesquelles on a vécu. Se faire enguirlander le soir par celui qui est pendu au plafond dans son sac de couchage parce qu'on s'est trompé, qu'on a mis dans son sac des objets à soi et qu'il s'est fait mal aux pieds en shootant sur une boîte un peu carrée en plastique, enfin bref, il est là accroché au plafond et puis il rouvre son sac de couchage, il sort la boîte, il dit mais c'est à toi, tu t'es trompé de sac, et puis des images hétéroclites et qui Oui, comme de faire pousser des oignons dans l'espace. Ah ben voilà, ça c'est très russe, ça. Des salades et des oignons, surtout des oignons, ouais, oui, ça c'est très russe, ouais. Et de manger la tige d'oignon vert le soir, je ne vais pas dire au coin du feu. Pas encore. Alors quand on vous lit, on sent bien que vous avez un amour pour la Russie, pour les Russes, pour l'âme slave d'une manière générale, même pour la mécanique spatiale russe qui est plus large, qui est a priori mieux faite, hein, ça c'est l'expert qui parle, et qu'avec les Américains, c'est pas que ça s'est mal passé, c'est juste que c'était moins bien, quoi. Non, enfin, je n'irai pas jusque-là, c'est que des tempéraments qui ne sont pas les mêmes. Les Slaves, oui, c'est cette chaleur bien connue, hein, le charme slave, ce sont des latins, et nous on est des latins, donc c'est vrai que ça joue beaucoup dans les relations, et que ben, les Russes, ils rigolent tout le temps. Les Français savent être rigolos aussi. Donc ça rejoint l'humour dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, on s'en rejoint. Et les Américains le sont moins, mais ça n'enlève rien à l'attrait que l'on a d'être avec eux aussi, parce que ce sont de grands professionnels, mais ce sont des anglo-saxons. Chez les anglo-saxons, on ne rigole pas quand ce n'est pas l'heure de rigoler. Il faut travailler, on travaille, on rigole après. Et les latins ont toujours envie de dire une petite bêtise, faire une petite plaisanterie, et c'est pas... Bon, alors, ce sont des gens charmants, vous les volez donc à la NASA, des gens vraiment adorables, et donc ils ont la gentillesse de dire ton truc, c'est pas maintenant, mais très gentiment, mais ça tombe à côté. Je me souviens, l'arrimage de la navette américaine sur la station Mir, on avait faim, on s'était tous fait un petit plat, et moi j'avais des œufs brouillés, et quand j'ai ouvert le sac, et chaque fois je mettais ma fourchette dans le sac, il y avait des morceaux d'œufs brouillés qui se baladaient partout. Or, on était à 2 minutes de l'ouverture de la porte, toutes les caméras étaient braquées sur nous à l'intérieur de la navette, et c'était retransmis au sol, c'était retransmis à CNN. Il fallait être sérieux, quoi. Il fallait être sérieux. Jim Weatherby qui me dit les œufs brouillés, c'est vraiment plus maintenant, tu n'as qu'à les laisser dans un coin, puis tu les retrouveras tout à l'heure quand on aura ouvert la porte. Ça, c'est la rigueur américaine. Et tout là, il n'y a pas d'esprit latin, c'est la rigueur anglo-saxonne. Un Russe, il aurait plutôt dit peut-être plus rigolard. Il a dit mange pas tout, donne-moi un petit morceau. Et voilà, des petits détails comme ça, des différences d'état d'esprit, mais c'était bien des deux côtés. Alors la fantaisie française et la fantaisie qui est la vôtre est ressortie notamment quand vous êtes arrivé à bord de Mir avec un petit orgue. Ça c'est Michel Chevalet de TF1 qui avait réussi à négocier le coup. Il faut quand même pouvoir amener un orgue dans l'espace, même s'il n'était pas aussi grand que celui que vous auriez voulu avoir. Mais toujours est-il que cet orgue, vous avez pu en jouer. Ouais. Je crois même qu'on vous a vu à la télévision. Oui, à TF1. En train de... Petit concert jouer de l'orgue. Et vous aviez joué Owen the Sands. Bah oui, parce que l'orgue était quand même un peu spécial. Hein. C'était un tout petit orgue Yamaha, comme on fait la réclame là. Et vous devez être à peu près grand comme ça. Les claviers étaient un peu réduits. Je me coinçais les doigts entre les touches noires. Quoi. Il n'y avait pas tout à fait la place pour eux quand même. Mais oui, on avait fait ce petit bout de concert de l'espace. Et c'était une bonne idée de Michel Chevalet qui a dit bon, il faut absolument qu'on fasse ce premier concert d'orgue
Spatial. spatial. Alors, vous avez cherché, et c'est drôle parce que vous avez une reconnaissance en tant qu'astronaute, et cette reconnaissance en tant que joueur d'orgue, qu'organiste, vous courez après. Il y en a une que vous ne cherchez pas forcément, vous l'avez, et celle qui vous importe le plus, celle-là, elle ne vient pas, celle-là. Ah ben non, parce que ça manque de travail, voilà, ça manque de temps beaucoup. Ah oui, ça manque de temps, donc il y a une fascination par un résultat que je n'aurai jamais. C'est pas à mon âge qu'on se met à courir, à espérer devenir virtuose d'un instrument de musique. Et c'est vrai que quand j'entends ces virtuoses, quel que soit l'instrument de musique, mais en tout cas le mien, celui que j'aime le plus, et là, ça me laisse pantois, ça me laisse rêveur. Je ne veux pas dire que je suis jaloux, ça me laisse triste de ne pas savoir faire ça. Vous jouez Bach quand même, une douzaine de pièces. Oui, j'ai travaillé beaucoup à l'époque, justement quand j'étais à Moscou la première fois, parce que j'avais pas mal de temps et j'avais amené un orgue électronique, donc il m'a permis de beaucoup travailler. Mais j'ai jamais pu retravailler autant. Et de toute façon, ça restait de l'amateurisme. C'est une manière d'exprimer votre foi, parce que vous n'avez jamais caché que vous appeliez chrétien très bien, mais que vous l'étiez aussi. Ah oui. C'est une manière, l'orgue, d'exprimer votre foi, ou votre expression passe par d'autres voies? Bon, il y a d'autres voies, mais l'orgue, oui, tout à fait. Je pense que c'est vrai qu'il a été conçu pour ça. Et je passe des heures un bon instrument. C'est souvent dans des mélodies, d'inspiration liturgique. Et tout à fait, oui, l'orgue. Vous avez reçu quelle éducation religieuse? J'ai d'abord commencé dans un lycée jusqu'à la 3e, et ensuite je suis parti au collège Saint-Charles à Saint-Brieuc, dans les Côtes-du-Nord, en Bretagne, dont je garde un excellent souvenir. J'étais pensionnaire au collège Saint-Charles. Pas eu que des succès. Hein. J'étais turbulent. Tenu par des religieux, Saint-Charles. Ah oui, tenu par des religieux. Et j'en garde un excellent souvenir. Avec une foi dont vous avez hérité? Ah oui, tout à fait. Mais que vous avez rechoisi aussi? Oui, Une foi vivante? Comment? Une foi vivante? Ah oui, complètement. Oui. Et ça, beaucoup de personnages, aussi bien au collège Saint-Charles que même plus tard, ailleurs, m'ont aidé à garder cette inspiration. Et j'aime beaucoup visiter des églises, des cathédrales. Alors si en plus il y a une expression musicale d'orgue, mais également de chant grégorien, cette ambiance me plaît beaucoup. Je trouve dans la visite d'église, d'une basilique, d'une cathédrale, ou alors dans un très grand silence, et puis c'est cette odeur très propre de ces églises, de ces cathédrales, déclenche instantanément un grand plaisir, un moment de recueillement et intense que j'aime beaucoup. Vous arrive, vous qui êtes toujours affairé, de vous arrêter pour une semaine, d'aller faire une retraite justement dans un de ces monastères éventuellement? Non, pas encore. Non, je visite, non, pas encore. Pas encore. Je vais jouer de l'orgue, donc je profite un petit peu de cette ambiance. Et puis mais non. Il y a toujours chez vous cette aspiration à s'élever, par quelque moyen que ce soit, parce que l'orgue, c'est quand même un instrument extrêmement vertical, dont les sons s'élèvent en l'air et viennent se propager dans nos oreilles. Il y a évidemment astronaute, évidemment, on s'élève. Et puis alors là, vous rentrez là, frais, reposé. On ne croirait pas que vous arrivez de l'Everest, là, que vous avez grimpé pendant 15 jours, vous avez perdu 10 kilos, vous êtes en pleine forme. Toujours, 71 ans, c'est pas très raisonnable, Jean-Loup Chrétien. Bientôt 71 ans. Bientôt 71 ans, mais là, c'était pas un défi, pareil, enfin, ça m'avait été demandé par un astronaute américain avec qui j'ai volé en 97 et qui est un très très bon ami. J'ai de très très bons amis dans ce milieu, donc cosmonaute russe. Et donc celui-là est sans doute celui qui m'a mis le plus cher dans le milieu américain. Et il s'est attaqué à l'Everest l'année dernière. Et puis il a été obligé de redescendre parce qu'il avait un problème lombaire qui n'avait pas été très bien vu. Et j'ai dit, je retourne l'année prochaine. Et donc, il m'a appelé, il m'a envoyé un message il y a 4-5 mois en me disant, il y a une petite équipe de la NASA, de jeunes ingénieurs de la NASA, de médecins,
qui va venir me rendre visite au camp de base Everest avant mon départ, avant ma tentative. Je compte sur toi pour t'associer à cette équipe. Voilà, c'était un petit défi. Et vous y êtes allé. Et j'y suis allé. Ouais. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. C'était dur. Effectivement, on a tous maigri, même les jeunes. Là, et on a perdu beaucoup de kilos. Mais bon, ils sont revenus. Hein. Mais qu'est-ce qui vous plaît? Non, moi, j'ai rien dit. Qu'est-ce qui vous plaît? Je sais. Jean-Luc Chrétien, c'est quoi? C'est le goût de l'effort? C'est le goût du risque? C'est plutôt la beauté des paysages qu'on peut être contemplatif pendant quelques heures? Qu'est-ce que vous recherchez? Je ne sais pas. Je crois que chacun cherche les plaisirs, effectivement, de façon différente. Bon, il y a pas mal de domaines où j'essaie de me faire plaisir. C'est quoi, le dépassement de soi? Comment? C'est le dépassement de soi? Qu'est-ce qui vous intéresse? Là, je crois que c'était un ensemble, puis c'était surtout cet ami, grand ami, qui m'a dit « je compte sur toi ». Donc, j'ai jamais fait beaucoup de trekking, on dit en montagne. Ça, par contre, je fais beaucoup de ski, j'aime bien la montagne, j'aime bien aller à la montagne et surtout pour faire du ski, donc l'effort n'est pas le même. M'est arrivé de me tromper de piste, d'être obligé de remonter dans des stations à haute altitude, donc j'ai pu voir que l'effort en altitude n'est pas tout à fait le même qu'en bas. Mais bon, faire du ski, comment on appelle ça là, de randonnée? Du ski de randonnée, enfin le country, ça c'est pas trop mon truc, je préfère celui où ça descend. Puis, ah bon, oui, vous parlez du ski de fond. Ski de fond, d'accord, voilà. d'accord. Donc ça, j'en ai fait un peu en Russie. Et puis ben là, c'était découvrir une mode nouvelle d'exercice physique. Et bon, c'est vrai qu'il a fallu qu'on s'entraîne un peu tous quand même avant d'aller faire ça. Et surtout que ce sont des successions de montées et de descentes très abruptes dans ces montagnes de l'Himalaya. Mais c'était fabuleux. D'abord, le spectacle était très beau. Et puis, c'est retrouver Scott Parazynski, donc mon ami très cher. Et d'arriver ce jour-là à 6000 mètres et de le retrouver là, alors qu'il y était depuis 1 mois et demi, c'était un moment d'émotion intense quand même. Quand on est astronaute dans l'espace, qu'il y a ce moment du décollage, qui est un moment assez intense, hein, quand la fusée, moi j'appelle ça une fusée, oui, la fusée décolle, on sait que le risque zéro n'existe pas. On sait qu'il peut y arriver un accident et que ce qui s'est passé pour Columbia peut se reproduire. On a accepté ce risque, on a accepté de parvenir. Il y a une sorte de fatalisme qui s'installe. Est-ce que ce fatalisme, aujourd'hui, vous caractérise encore? Est-ce que quand vous êtes parti dans l'Everest, grimper à l'Everest, vous avez dit, bon, je ne reverrai peut-être pas mes enfants et ma femme, quoi? Ah, on sait qu'on prend un risque, c'est un risque calculé, quand même. Et auparavant, j'avais prévenu Bon, je garde mon aptitude de pilote professionnel, donc je passe visite médicale tous les 6 mois auprès des médecins du centre d'exercice médical de l'armée de l'air. Et donc, je connais bien ces médecins, ils m'ont suivi, dont un m'a suivi depuis 25 ans, suivi les astronautes, le premier pas de pilote astronaute. Et il m'a dit, quand je lui disais, il m'a dit, tu viens me voir 1 mois avant, je ne te laisserai pas partir dans l'Everest sans faire un test d'effort. Alors je dis, j'en ai fait un l'année dernière. Non, mais celui-là, il sera plus conséquent. Et effectivement, je crois que je me serais inquiété pendant cette ascension si je n'étais pas allé faire ce test d'effort. Donc on lutte contre la fatalité en se préparant le mieux possible, en tout cas. Exactement. Je pense que 2 ou 3 fois, quand même, je me serais un peu inquiété. La mort vous fait peur? Comment? La mort vous fait peur? Le plus tard possible, c'est mieux. Hein. Comme on ne sait pas trop ce qu'il y a de l'autre côté, on y croit, on est croyant. Mais on y croit, mais il y a toujours un petit doute quand même. Hein. Est-ce que c'est aussi bien que... Puis si on a fait des conneries avant, il va falloir payer. Donc plus tard, on paye. Et la miséricorde alors? Que faites-vous de la miséricorde, Jean-Luc Chrétien? Si c'est au bout de 50 siècles ou 200 siècles, puis si on voit les autres passer devant, ceux qui n'ont pas fait je ne vais pas reprendre le même mot, ceux qui n'ont pas fait de bêtises, ils passent devant, puis nous on reste derrière, disons, toi tu restes... Donc ça, plus tard possible, c'est pas plus mal. Vous avez perdu un de vos enfants, je crois. Oui. Mes fils qui vivaient sa passion, et ça a beaucoup aidé la famille à supporter cette catastrophe. Et c'est vrai... Il s'appelait comment? Olivier. Qui faisait du funboard. Enfin, sa passion, c'était le funboard. Alors le funboard, c'est une planche, dites-moi, qui glisse sur l'eau. Oui, c'est une petite planche à voile. C'est entre le ski et les grandes planches à voile. Donc c'est quelque chose de très rapide. Et, que vous faisiez avec lui d'ailleurs, en sportif accompli, vous faisiez du funboard vous aussi? Oui, j'étais un passionné de funboard. Et puis il s'entraînait pour des compétitions, il fabriquait ça lui-même, c'était sa passion.
bon, il a été emporté dans sa passion, et c'est vrai que ça aide. Il y a eu un accident de voiture, ou tu sais quoi, c'est certainement encore plus douloureux. C'était très douloureux, mais il est parti dans sa passion. C'est un peu ce qu'on a dit de ceux qui étaient dans Columbia. Ils sont morts en faisant ce qu'ils aimaient. Ça, voilà. Bah oui, on se dit aussi ça pour se consoler. Mais... Oui, c'est sûr que ce serait trop facile à ce moment-là de dire bah, je m'en vais, hein, je suis passionné par ça, donc j'en profite pour m'en aller. Donc, bon, pas terrible. Mais c'est vrai que ça aide de savoir que c'est certainement beaucoup plus difficile d'avoir un enfant qui meurt en Irak, qui est tué en Irak à 21 ans, comme certains soldats américains, ou comme tous les soldats de toutes les guerres, et qui s'est fait, qui est mort, même en combattant. Comment on continue à vivre après la perte d'un enfant, même s'il est mort en faisant ce qu'il aimait? La perte reste une perte. Moi, j'ai l'impression qu'il est toujours là, qu'il n'est jamais parti et qu'il est toujours là. Alors, moi, je ne le vois plus, mais c'est comme s'il vivait de l'autre côté de la planète ou sur une autre planète, et qu'il est toujours là. Vous avez été beaucoup séparés de vos enfants, vous en avez 5 en tout. Hein. Oui. Quand vous étiez en entraînement, notamment en Russie, c'était 2 ans d'entraînement avec des petits moments pour les voir, et encore au départ, vous ne deviez pas les voir du tout. Donc, vous avez réussi à négocier ça. Ça demande quand même des sacrifices, ce métier d'astronaute. Oui, c'est sûrement plus dur pour les parents, heureusement d'ailleurs, parce que les enfants sont un peu les victimes. Hein. Et moi, je me souviens de mes enfants repartant, je les ramenais à l'aéroport de Moscou, et repartant vers Paris. Après vous avoir vu. Voilà, ils étaient venus passer quelques jours, et voilà, c'était douloureux de les voir partir. Et je les voyais partir. Je pense que c'est l'enfant, et heureusement, c'est une bénédiction. L'enfant repartent, ils repartaient voir leur mère, et donc ils ont certainement aimé rester un peu plus longtemps avec leur père, mais on sentait que je les remettais dans l'avion, ils repartaient. Et alors, bon, c'est vrai que les conditions là-bas n'étaient pas très faciles. 2 années en URSS, donc à l'époque de Léonid Brejnev. Alors on était dans une cage dorée, ils avaient tout fait pour que ce soit... C'est la cité des étoiles. La cité des étoiles, ça va dire. Mais être seul là, dans cette ambiance quand même très austère, c'était pas le rêve, en tout cas c'était pas la réalité telle qu'on l'avait imaginée dans nos rêves au départ. Vous avez une très jolie image dans ce livre Rêve d'étoiles d'un sac de sable. J'aimerais bien que vous nous la racontiez, d'un sac de sable que l'on a tous et qu'il faut, avec une certaine réserve de sable donc, et qu'on vide au fur et à mesure que la vie avance. Si vous voulez bien nous l'expliquer, c'est vraiment très joli comme image. C'était un de nos grands chefs quand j'étais jeune pilote dans l'armée de l'air, et le commandant de notre base aérienne d'Orange, qui est devenu ensuite chef d'état-major de l'armée de l'air. C'était un ancien pilote d'essai, et il avait pas mal d'images comme ça, et un jour il a dit, souvenez-vous, chaque pilote naît avec un grand sac de sable, et chaque fois qu'il fait une bêtise ou qu'il passe un petit peu près un peu de sable, il vide un peu son sac. Voilà, à peu près de la mort, ou en tout cas qui fait... et le sac se vide un peu. Le tout, c'est de savoir quand il est presque vide. Et évidemment, on commence à voir qu'il est presque vide. C'est à chacun d'essayer, puis de se dire, bon là j'arrête, j'ai presque vidé mon sac. Et c'est vrai que c'était une image assez réaliste. Il y a des gens qui vident leur sac très vite. Hein. Vous en avez une bonne partie, c'est perdu, pardon, une bonne partie de sable. À un moment, vous étiez dans l'espace, vous aviez mal mesuré vos réserves d'oxygène, c'est ça? Vous étiez en sortie dans l'espace, et vous aviez un peu le zozo. Et donc on était resté très longtemps. Ça, c'était pour des raisons techniques, enfin d'équipement qui ne fonctionnait pas bien. Puis quand on est revenu dans le sas, on n'arrivait pas à fermer la porte trappe, du sas, la trappe du sas. Et donc c'était un moment où effectivement le sac de sable a dû se vider pas mal. Oui, parce que quand on n'arrive pas à fermer la porte du sas, il va y avoir un problème là. Ah oui, là, si on n'avait pas pu la fermer, on ne serait pas là pour le raconter. Aujourd'hui, il en est où votre sac de sable? Il reste beaucoup de sable dedans? On peut le re-remplir ce sac ou pas? Non, on peut pas. On peut pas. Moi, piquer le sac du voisin, mais ça ne marche pas non plus. D'accord. Il en est où votre sac de sable?
Je pense qu'il a dû se vider pas mal, hein, et donc il faut faire attention. Et, il a dû se vider pas mal. On a eu un accident d'avion il y a 25 ans aussi, hein, avec Patrick Baudry, je me souviens. Et donc l'avion était complètement disloqué, on était 4 dedans. Bon, tout le monde est sorti indemne. Je pense que là, notre sac, il en avait pris un sacré coup. Et puis c'est quelques années après que j'ai eu cette aventure en sortie extravéhiculaire. Là, le sac, il a dû encore en prendre. Alors peut-être qu'on peut se dire que avec de la chance, de l'adresse et de l'expérience, et de plus en plus d'expérience, à chaque fois, on vide une bonne partie de ce qui reste, mais une bonne partie, c'est-à-dire qu'on vide pas tout. Sur un grand coup, j'en vide 80%. Alors le premier coup, c'est 80% de tout le sac, puis le coup d'après, mais je ne sais pas si ça marche, ça c'est pas évident. Et donc, je pense que l'image de notre grand chef est très judicieuse, simplement pour nous rappeler qu'on ne peut pas indéfiniment accumuler les risques et les résultats de ces prises de risques. Il y a un moment où ça ne passe plus. Il y a des grandes leçons comme ça que vos supérieurs vous ont apprises, que l'espace vous a appris aussi. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre à vos enfants? Ou qu'est-ce que vous avez, qui sont grands maintenant, non? Qu'est-ce que vous avez essayé de leur transmettre à ces 5 enfants? Transmettre les choses élémentaires qui permettent non seulement de faire ce qu'on a fait, ce que mes collègues et moi-même avons fait, qui sont la patience. Il faut être patient, il faut être calme. La persévérance et puis la curiosité. Il faut être curieux. Être curieux, ça amène à de grandes joies, de grands plaisirs. Parce que ça doit être terrible de ne pas être curieux. De dire ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Ça a été rencontrer des gens qui commencent à voir me dire bon, ce qu'il me dit, ça m'intéresse pas. Et je crois que ça doit être terrible de vivre sans curiosité. Et donc ça, que ce soit mes enfants ou d'autres enfants, ou quand on va faire des conférences dans les écoles, c'est de leur dire soyez curieux. Et de façon à connaître un peu tout, et puis d'être toujours aux aguets pour découvrir. Être curieux permet de découvrir, permet d'explorer. Si on n'est pas curieux, on n'est pas explorateur. Et comme on est tous des explorateurs, on est automatiquement curieux. Vous parliez des écoles, il y a une école en Bretagne qui porte votre nom. Ouais. La Bretagne, c'est votre région, vous n'y êtes pas né, mais vous y avez tellement grandi. C'était à La Rochelle, mais vous y avez tellement grandi, voilà, c'est Morlaix pour vous. Ça représente quoi aujourd'hui d'être... Parce que breton, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est plat la Bretagne, on est bien d'accord. Vous le prenez pas mal. C'est très beau, c'est magnifique. D'accord, des montagnes, très bien, Jean-Loup Chrétien. Donc, voilà. La Bretagne, c'est plat, vous avez toujours cherché à vous élever, mais vous avez besoin de cette Bretagne-là dans votre histoire? Ah oui, non, j'adore la Bretagne, donc j'y vais régulièrement. C'est vrai que c'est une région qui n'est pas facile, là. Le soleil, quelquefois, il faut l'oublier. Et puis, bon, quand il y a du soleil, il y a du vent. C'est pas la Méditerranée, c'est autre chose. Et si je vous dis Kerlanec? Oui, Kerlanec, c'était la maison de notre enfance, mon enfance, mes frères, sœurs et moi. Et c'est vrai que c'était un endroit merveilleux. On oublie tous les mauvais, les départs au lycée, en pension le soir, choses comme ça. C'est quoi les mauvais souvenirs, ça? Les mauvais souvenirs, oui. Départ en pension, c'était jamais terrible. Mais on garde tous les bons souvenirs, les vacances, la neige. Il ne neige pas souvent en Bretagne. Oui, c'est ce que je veux dire. Quand j'étais jeune, il neigeait plus que maintenant. Donc on avait certains hivers, où il y avait 3 semaines de neige. On était sous alors, pas d'école, faire tout ce qu'on peut faire avec de la neige. De toute façon, on ne dormait pas de la nuit quand il neigeait un peu. Il commençait à neigeoter le soir, et puis on allait regarder discrètement à travers les carreaux, voir que la neige commençait à s'accumuler. C'était un événement. On retrouvait les copains le lendemain. Voilà, c'est des petits souvenirs de notre enfance là-bas. Alors, l'espace a ses héros, la mer, parce que la Bretagne, c'est quand même principalement la mer, a ses héros aussi. Je voudrais en citer 2 qui vous tiennent à cœur. Le premier, c'est Éric Tabarly, qui est vraiment un modèle pour vous. Ah, tout à fait, oui. C'était oui, tout à fait. Vous le connaissiez? Je l'avais rencontré à plusieurs reprises. On avait tout de suite sympathisé et j'aimais bien le style d'Éric. Oui. On a tous été fascinés par Éric Tabarly. Alors, c'était quelqu'un qui était plutôt taiseux,
Cela dit, qui de temps à autre poussait la chansonnette. Est-ce que vous aussi, vous poussez la chansonnette? Et la suite de ma question, c'est est-ce que vous pourriez nous chanter l'hymne breton? Ça, je pourrais, mais je ne m'y risquerais pas. Et pourquoi donc? Alors bon, vous qui avez pris tant de risques. Non, on est entre nous, là, on est tous les deux. Ah oui, ça, on est tous les deux. J'imagine oui, pour les quelques milliers de autres, téléspectateurs qui nous regardent. Ouais. D'accord. Alors ça, c'est vraiment une chose que je ne sais pas faire. J'ai pourtant été à la chorale du Collège Saint-Charles, avant d'être organiste. J'étais, voilà, et j'avais de profonde admiration pour les petits chanteurs à la Croix de Bois. D'ailleurs, ce qui leur est arrivé dernièrement est un peu étonnant. Mais enfin, ça, on ne peut pas en parler parce qu'on ne connaît pas toutes les raisons qui ont amené à ça. Et donc, en chorale, je savais chanter, mais seul, alors là, jamais. Ça n'a jamais dû m'arriver. Ah, finalement, c'est un petit orgue que j'aurais dû vous amener. La deuxième personne dont j'aurais voulu parler, c'est quelqu'un qui est toujours vivant, c'est Olivier de Kersauzon, qui est un navigateur émérique avec la grande gueule qu'on lui connaît, et qui a cette phrase, et qu'effectivement on retrouve dans le livre, mais qui est très parlante, où au moment il dit la mer ne supporte pas les imposteurs. La mer, elle nous oblige à une vérité dans sa dure réalité. Est-ce qu'il en est de même pour l'espace? Je pense, oui. Je pense une forme plus partagé avec d'autres, puisqu'on n'est pas seul dans l'espace, mais ça revient quand même un petit peu au même. À plusieurs, on ne peut pas arriver... L'un d'entre nous ne peut pas être un imposteur. Et un équipage qui part dans l'espace, c'est vrai qu'il n'y a pas d'imposteur. Il n'y a pas la place pour ça, pas encore. Alors vous qui vieillissez si bien, vous faites un peu penser à John Glenn d'ailleurs. Merci. Astronaute qui a très bien vieilli, c'est vrai. Oui, c'est quelqu'un de référence. Ah oui, pour nous tous, oui. Soit les Russes, les Américains, plus les Américains. Forcément. Les Russes, mais c'est vrai que John Glenn, on était à Houston quand il s'entraînait pour son vol, son deuxième vol. Parce qu'il a été à l'espace, la dernière fois qu'il y allait, il avait déjà un âge assez avancé. Il avait quel âge? 77 ans. C'est ça, ouais. Vous aimeriez faire pareil? Pourquoi pas, mais bon, lui avait de bonnes raisons. Il n'avait fait qu'un vol et ensuite le gouvernement américain avait fait comme le gouvernement soviétique avec Gagarin. Il a dit maintenant on le met dans un cocon, c'est un icône. Et donc John Glenn s'est retrouvé privé de la suite, alors que les autres astronautes américains ont pu revoler. Donc Glenn, c'était fini. Il a enquiquiné tout le monde, en plus son vol avait été très court. Il a enquiquiné tout le monde. Alors comme il est devenu sénateur, il était proche du gouvernement américain, vous me devez un vol. Vous devez un vol. Puis un jour, je pense qu'il y a eu de bons amis. Bien placé, il a eu gain de cause, 77 ans. La NASA. Mais bon, aujourd'hui, si vous payez avec quelques millions d'euros, vous pourrez devenir touriste d'espace. Ça se fait de plus en plus. Mais alors là, moi, j'ai quelques zéros de moins sur mon compte en banque, j'ai pas honte de le dire. Donc, c'est pas en payant que j'arriverai à refaire un vol. Mais bon, on ne sait jamais. L'occasion fait le larron, donc il faudrait que j'aille provoquer l'événement. Alors, je vais reprendre ma question, parce que je vous parlais de John Glenn, mais en fait, la question était par rapport au temps. Vous qui vieillissez parfaitement bien, alors c'est peut-être pas l'espace 77 ans, c'est l'Everest à 70, mais quel rapport vous avez au temps, justement? C'est vrai que, si c'est un rapport, en tout cas, le temps m'effraie un peu, parce qu'il passe de plus en plus vite, il passe quand même très très vite. Quand on regarde un peu en arrière, on dit « Ah, ça c'était il y a 2-3 ans ». Non, c'était pas il y a 2-3 ans, c'était il y a 5 ans. Il y a une espèce d'accélération et du temps qui passe. Alors ça dérange. Ça dérange. Systématiquement, et ce n'est pas une bonne chose. Quand j'ai un événement derrière, je regarde ce qui s'est passé comme nombre d'années depuis cet événement et je projette vers l'avant. Et je me dis... Donc je me souviens par exemple de mon premier vol, donc en 82, ça fait maintenant 27 ans. Si je mets 27 ans au bout de ce que j'ai maintenant, et pourtant ce premier vol, c'était hier. Quand vous vous retournez, vous vous dites quoi? C'est bien, t'as pas perdu ton temps, ou au contraire, vous voyez tout ce que vous n'avez pas fait encore? Non, heureusement, ça, j'y pense pas trop. Vous n'êtes pas du style à vous retourner, en fait. Non. Vous allez de l'avant. Fataliste, et dit, ce qui n'a pas été fait n'a pas été fait. Ou ce qui a été mal fait, a été mal fait. Mais ça, surtout pas à se morfondre et être en retard, comme on disait dans mon métier de pilote de chasse, être en retard sur la navigation. Quand on navigue sur un avion de chasse à basse altitude, on a la carte et puis on regarde ce qui est devant, puis on regarde la carte, puis le moment où on commence à regarder derrière, c'est qu'on est paumé. C'est fini. Voilà, donc qu'il faut monter et puis appeler sa mère.
Et là, je crois que c'est pareil. La vie, il ne faut pas être en retard sur sa navigation. Il faut regarder devant et continuer à avoir des projets. Alors, vous vous intéressez bien sûr, évidemment, toujours à ce qui se passe dans l'espace et à tout ce qui y est lié. Aujourd'hui, on voit d'autres pays plus qu'émergents qui s'intéressent à l'espace, les Chinois, l'Inde. On voyait tous ces pays apparaître à une époque où il n'y avait quand même que 3 grandes puissances, l'URSS, les États-Unis et l'Europe, qui s'en occupaient. Vous observez ça comment, vous, cette envie d'aller sur Mars, éventuellement d'installer une station sur la Lune, ces pays qui veulent s'intéresser et s'inclure dans la conquête de l'espace. Vous voyez ça comment, vous? Ah ben, c'est super, parce qu'on n'attendait que ça pour titiller nos politiques. Bon, c'est vrai que pour qu'ils remettent quoi en route? Une politique vraiment de l'espace, avec de l'argent, éventuellement des fonds privés Ah ben, c'est de tout. Je pense que je ne vais pas dire que les Américains s'endorment, les Européens s'endorment, les Russes s'endorment. Non, on traverse. Il y a des moments plus ou moins difficiles dans cette exploration. Et si on regarde les Canadiens, vous avez vu, les autres, là-bas, ils sont déjà sur la Lune. Ça ne laissera pas indifférents ceux qui peuvent y aller aussi. Donc, vraiment, un président américain, le président présent, hein, Barack Obama ou son successeur, qui a dit un jour, comme on l'avait fait du temps de Gagarin, justement, au début de l'exploration, ils sont partis. À la longue, il dira, bon, bah, faut quand même qu'on fasse quelque chose. Donc, c'est très bien, ça. Un jour, le Soleil aura consumé toute son énergie. S'il y a encore des humains, il va falloir qu'ils changent de planète. Et alors, vous avez une image très jolie parce que vous comparez ça, vous, à une nouvelle arche de Noé. Il va falloir préparer ça pour que des humains puissent partir à la conquête d'un autre territoire. Ah. Les humains, on ne peut pas les condamner, on ne peut pas décréter aujourd'hui, le jour où il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de terre, il n'y a plus rien, puis il n'y a plus d'humains. On n'a pas le droit. Un grand on nous a donné le privilège de procréer, donc nos vies sont très courtes à l'échelle de la vie de notre soleil. Par contre, la race humaine, justement, se reproduit, persiste et signe, et c'est pas pour rien. Donc il va falloir... Il faut s'en préoccuper. Alors, ça fait souvent rigoler tout le monde. Bon, enfin, attendez, c'est tellement loin de nous, a priori. C'est tellement loin de nous. C'est faux. Si les Romains n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait, alors, pas forcément un bon exemple. Ils ont crucifié Jésus-Christ, donc peut-être pas le meilleur modèle. Mais ils ont construit des viaducs aussi. Ils ont construit des viaducs, voilà. À l'origine de certaines médecines. Enfin, bref. Et donc, on ne peut pas ne pas être préoccupé. Alors, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose, mais on est obligé d'y penser. Et puis, je crois qu'en allant beaucoup moins loin que cela, c'est de se dire que notre Terre est peut-être cette arche de Noé, et notre Terre qui est en route à travers l'espace et qui est en route vers un destin où on sent un petit peu compromis. Si c'est elle qui est notre arche de Noé, qui est le vaisseau qui transporte la race humaine vers son avenir ou vers un port qu'on doit atteindre un jour, là c'est déjà plus subtil, parce qu'on sait qu'en ce moment on est en train de malmener ce vaisseau et on risque de le faire couler. Et notre barque, notre arche de Noé, on risque de la faire couler. Ça, on sent que maintenant ça dérange beaucoup plus, sans aller à imaginer que la Terre est cette arche de Noé. C'est le vaisseau qui nous transporte tous et qui transportera encore des générations et peut-être pendant très longtemps la race humaine. Donc il faut s'en préoccuper. Ce serait quoi votre prochain grand rêve, Jean-Loup Chrétien? Parce qu'on a bien compris que vous commenciez à peine votre vie, là. Oui, merci. C'est votre prochaine conquête. D'en faire une autre. Hein. Notre religion ne nous le permet pas, donc, de rêver à une autre vie. Le prochain défi que vous vous lancez, c'est quoi? Rester 6 mois sans rien faire. Ah non, ça ce serait trop difficile, j'ai bien compris. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, bien. Le prochain défi, c'est de rester suffisamment en forme pendant suffisamment longtemps pour continuer à faire des tas de choses. Comme? Vous avez déjà une idée, à part remonter sur l'Everest l'année prochaine, pour aller jusqu'au bout? Oui. Donc, un petit tour du monde en bateau, non? Ça, j'y arriverai pas. J'ai 2 avions à faire voler, donc c'est continuer à m'en servir, continuer à
les entretenir, voyager avec, et puis saisir au vol toute occasion de se faire plaisir, un peu dans le type d'activité que j'ai eu jusqu'à maintenant. Alors, retourner dans l'espace, j'y crois pas trop, mais... Non, mais faire des conférences, du moins, pour en parler et partager toujours ce savoir que vous avez accumulé, en tout cas, et cette expérience. Complètement, oui. Donc, faire des conférences, raconter, et puis partager avec d'autres ses préoccupations sur notre destin. Bon, ça, je crois que c'est un peu un devoir mais de tout le monde, pas que des astronautes et pas que des vieux cosmonautes, mais c'est notre devoir à tous, donc c'est d'essayer de participer dans la mesure, chacun dans la mesure de ses moyens, et c'est vrai que si on a un contact public, ben on est encore plus obligé de le faire. Je vous remercie infiniment, Jean-Loup Chrétien, d'être venu jusqu'à nous. Vous saluerez votre compagne, Catherine Alric, qui vous a aidé à rédiger ce livre, Rêve d'étoiles, aux éditions, je ne les ai pas citées, les éditions Alphée. On vous souhaite quoi? Toujours beaucoup de rêves d'étoiles? Beaucoup de bonnes choses dans le même genre. Et puis l'Everest, le sommet cette fois-ci, l'année prochaine. On se tiendra informé. Merci infiniment, Jean-Loup Chrétien. Au revoir. Merci. Au revoir.